Démarrage de l'examen du brevet des techniciens supérieurs. 46 519 candidats sont concernés par les épreuves écrites qui se tiennent partout en Côte d'Ivoire depuis ce matin. Élection partielle, le Tchologo pour les régionales, Anyama, Bétier et Doropo pour les municipales. Hier, des électeurs ivoiriens étaient rappelés aux urnes. Quelques incidents à Doropo, des élections calmes dans les autres localités. Et puis présidentielle au Mali, dernière ligne droite avant le scrutin de dimanche prochain. Le président par intérim reçoit une délégation de rebelles Touaregs. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. 46 519 candidats sont concernés par le démarrage des épreuves du brevet de technicien supérieur, le BTS. L'examen a débuté à 7 h ce matin avec les écrits. Pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves, le ministre de l'Enseignement supérieur était sur le terrain. Le reportage de Christelle Menant et Chantal Akandan. 46 519 candidats composent aujourd'hui dans 32 filières pour le brevet de technicien supérieur. Le diplôme nationalisé en 1992 est un sésame aussi bien pour l'emploi que pour le second cycle supérieur. Alors même malade, on ne se fait pas prier pour venir composer. Je suis en informatique et développeur d'applications. Je ne me sens pas très bien mais je suis obligée de venir composer. Que Dieu me garde. Au lycée technique, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Cissé Bakongo visite les candidats et tout le personnel encadrant les examens du BTS, histoire de s'informer sur le bon déroulement des épreuves. Ce que je dois dire, c'est que les conditions que nous avons observées sont des conditions satisfaisantes. Donc je peux dire, comme je l'ai déjà dit, à nos partenaires, au secteur professionnel, aussi bien commercial qu'industriel, que les étudiants titulaires du BTS qui sortent donc de nos structures d'enseignement supérieur privées, mais aussi publiques, sont des étudiants qui sont bien formés, qui sont donc aptes à travailler, dont l'employabilité est éprouvée. Les épreuves écrites du BTS s'achèvent le 27 juillet prochain. Les oraux se tiendront du 30 juillet au 3 août et les résultats sont attendus pour le 30 août 2013. Et dans notre édition de ce soir, vous aurez les échos du BTS dans la région de Béké. Hier, comme nous le disions en titre, il y a eu des élections dans certaines localités de la Côte d'Ivoire, 4 au total. À Bétier, dans la région de l'Indénié-Duablin, à l'est de la Côte d'Ivoire, le scrutin s'est bien déroulé. Selon la commission électorale indépendante locale, les candidats se disent prêts à accepter les résultats des urnes. Bétier n'avait pas voté le 21 avril dernier. Francis Boifo pour les détails. Cette fois, les bureaux ont ouvert à Bétier dans la région de l'Indénié-Duablin et les populations ont voté ce dimanche. 3 candidats sont en compétition. Atta Apia pour la liste Union pour le développement de Bétier du PDCI RDA. La liste Vivre ensemble du RDR est conduite par Tano Manizan Etienne. Le candidat indépendant Eshueki Niamian, lui, conduit la liste Unité, Paix, Développement. J'ai pratiquement sillonné une dizaine de bureaux de vote. Mais ça va. Moi, j'accepterai le résultat final. Nous sommes en compétition, qu'on veuille ou pas, c'est un seul qui peut être élu. Nous sommes très prêts à accepter les résultats. Parce que de la manière ça se déroule, nous voyons que ça se déroule très bien. Et donc, chacun de nous est obligé d'accepter ces résultats. Nous sommes prêts à accepter les résultats sans problème. On a fait la campagne, on est en train de voter. Pour l'instant, il n'y a pas d'incident. Il n'y a pas d'incident majeur. Donc, si les résultats sortent, on est prêt à accepter. Il n'y a pas de problème. À Bétier, les bureaux ont respecté les 10 heures de vote exigées par la CEI, la Commission électorale indépendante, même si beaucoup ont ouvert à 7h30. Le taux de participation tourne autour de 56%. Aucune anomalie n'est à signaler. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Le scrutin s'est déroulé vraiment dans la sérénité. Contrairement aux élections régionales, il y a eu un engouement. Vu vraiment la sécurité, vraiment la population s'est comportée de façon intelligente et le scrutin s'est déroulé véritablement dans la paix. Pour cette élection municipale partielle à Bétier, la population électorale était estimée à 4 471 inscrits pour 16 bureaux de vote.
La commune couvre 4 villages pour 70 000 habitants. Et les résultats de cette élection de Bétier sont tombés hier soir. Je vous propose d'écouter le porte-parole de la commission électorale indépendante. Commune de Bétier. Inscrits 4471. Votants 2522. Bulletin nul 123. Suffrage exprimé 2399. Taux de participation 56,41%. Ont obtenu Tano Manizan Étienne, candidat du RDR, 1067 voix, soit 44,48%. Essueki Niamien, candidat indépendant, 688 voix, soit 28,68%. Ata Apia, candidat du PDCI RDA, 644 voix, soit 26,84%. Est donc élu à Bétier Tano Manizan Étienne, candidat du RDR, avec 1067 voix, soit 44,48%. C'était là les résultats de l'élection municipale de Bétier. Et le porte-parole de la commission électorale indépendante sera en direct sur les antennes de RTI 1 pour donner les autres résultats cet après-midi à partir de 15 h. Dans le Tchologo, au nord du pays, les électeurs étaient appelés à se choisir leurs conseillers régionaux. Le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble, tout comme à Anyama, à 5 km d'Abidjan, et où on devait élire le maire. À Doropo, par contre, des troubles ont été constatés par notre équipe de reportage sur place. Des urnes auraient été emportées et des bureaux de vote saccagés. Avant de poursuivre en images, je vous donne lecture de ce communiqué. Le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, convoque, mesdames et messieurs les députés, à la séance plénière de clôture de la première session ordinaire de l'année 2013, le mercredi 24 juillet 2013 à 16 h au palais de l'Assemblée nationale. Du 12 au 16 juillet dernier, les dirigeants africains, membres de l'Union africaine, se sont réunis à Abuja au Nigeria pour parler santé. La lutte contre le VIH-Sida était au cœur de cette rencontre spéciale à laquelle le président ivoirien Alassane Ouattara était représenté par la ministre de la Santé, Mme Raymonde Goudou Kofi. Les explications de Jérôme Kofi Abola. Appropriation, responsabilité et viabilité dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme en Afrique. Du passé à l'avenir en passant par le présent, pour les dirigeants africains membres de l'Union africaine, il n'y a pas un meilleur thème que celui-là qui les a réunis du 12 au 16 juillet 2013 dans la capitale nigériane. Une autre occasion qu'ils se sont donnée 12 ans après l'adoption de l'appel d'Abuja de 2001 pour plancher sur ces maladies, véritable problème de survie des populations. Autour de la table ronde organisée à cet effet sur le thème, 6 panélistes au nombre desquels le président Alassane Ouattara choisit pour sa participation au sommet au titre de président en exercice de la CEDEAO. Le président de la République de Côte d'Ivoire empêché, c'est son ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi, qui en son nom a pris part au débat pour présenter le plan ivoirien de lutte contre ces maladies à travers la création du Fonds national pour parler spécialement du sida. En clair, ce sommet dénommé Abuja plus 12, une véritable plateforme d'échange, a permis aux dirigeants africains, comme ils l'ont voulu, d'analyser les facteurs faisant persister ces 3 maladies sur le continent, de relever les lacunes de la lutte et de renouveler leur engagement dans cette lutte. Tout cela dans le contexte des objectifs du millénaire du développement, en abrégé OMD. Les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida ont fait à Boaké le bilan des activités de santé sexuelle et reproductive dans les régions de Béké, du Bélier et du Poro. La lutte dans ces régions bénéficie de l'appui du Fonds mondial de lutte contre le sida. Le reportage de Ouattara Djeneba est commenté par Charles Tatou. Cette rencontre bilan, les responsables du Centre Solidarité Action Sociale l'ont initiée pour renforcer la collaboration entre les acteurs de son projet dénommé Mouaye. Cela afin de pérenniser les interventions en matière de lutte contre le VIH-Sida. 3 régions, le Béké, le Poro et le Bélier, bénéficient de ce projet
pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le projet Moyer intervient dans tous les domaines de la lutte contre le sida, c'est-à-dire ça part de la prévention à la prise en charge et même au soutien économique des personnes vivant avec le VIH et leurs familles. La stratégie de ce projet, c'est de faire travailler les ONG dans leur propre région. Cette séance de travail a permis aux participants de présenter des stratégies de mise en œuvre dans leur domaine d'intervention en matière de VIH-Sida. Ils ont également diagnostiqué les difficultés et partagé leurs expériences en vue de trouver des solutions. Les partenaires attendent beaucoup des bénéficiaires de ce projet. Nos attentes, c'est de vérifier qu'effectivement l'investissement qu'on amène en Côte d'Ivoire est bien utilisé, que l'argent va vraiment aux services pour lesquels on a signé les contrats, et puis comprendre aussi quelles sont les difficultés locales pour mettre en œuvre ces projets et comment on peut, avec les acteurs, réorienter les projets dans le cadre des difficultés qu'ils ont à mettre en œuvre. Ce sont au total 35 personnes qui ont pris part à cette plateforme d'échange. La lutte contre le VIH-Sida, une affaire de tous. Les chrétiens de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire s'y engagent. Ils ont tenu récemment un séminaire de formation afin d'être mieux outillés en la matière. Le reportage de Doigt de Laser. Le VIH-Sida tue et dans les hôpitaux, de milliers de personnes souffrent encore de cette maladie. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 23 000 personnes atteintes de cette maladie ont perdu la vie de 2011 à 2012 en Côte d'Ivoire. Une situation alarmante selon les chrétiens de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Par des enseignements bibliques et la prière, ils veulent contribuer à vaincre cette pandémie. Pour Klagba Charles, président de l'Église protestante méthodiste du Togo, si Jésus-Christ a pu guérir les malades par la prière, l'Église peut être une source de soulagement pour les personnes atteintes du VIH-Sida. Ça doit être un échec pour l'Église si les gens continuent pas à mourir de sida. Aujourd'hui, on ne peut plus mourir de sida parce que nous avons la connaissance, nous avons les médicaments. Mais il faut maintenant qu'on lutte et qu'on gagne la lutte contre la stigmatisation pour que cette maladie ne soit plus une occasion d'exclusion, mais que les gens aient leur place dans nos communautés ecclésiales et qu'ils vivent comme vous et moi. Ainsi, nous aurons accompli une mission positive au nom de Jésus-Christ, comme lui-même l'a voulu de nous. Plusieurs responsables des confessions religieuses en Côte d'Ivoire ont été formés sur les méthodes de sensibilisation et également sur les messages bibliques à transmettre pour soulager et réconforter moralement les personnes malades du VIH-Sida. La supplémentation en vitamine A, qu'est-ce que c'est? Quels enjeux et quelles perspectives de pérennisation en la matière ici en Côte d'Ivoire? L'organisation Hélène Keller International et le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida planchent sur la question et Herman Niamien nous en dit plus. La carence en vitamine A est aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Réduire cette carence, c'est aussi réduire de 24% la mortalité infantile. Depuis plus de 10 ans, la Côte d'Ivoire, soutenue par le gouvernement du Canada et des partenaires techniques comme l'UNICEF et l'organisation Hélène Keller International, mène la lutte contre la carence en vitamine A. Environ 20 000 enfants sont sauvés par an, mais aujourd'hui, il est question de pérenniser l'initiative aux multiples enjeux. Ce programme, nous le poursuivrons au moins jusqu'en 2015, grâce à un partenariat que nous avons avec l'UNICEF et l'organisation Hélène Keller International. L'UNICEF reste toujours disponible à soutenir les activités du gouvernement de Côte d'Ivoire pour la survie des enfants en Côte d'Ivoire. La question a un impact négatif sur le développement socio-économique du pays. Les autorités ivoiriennes en sont convaincues. Mais contexte de sortie de crise oblige. Elles comptent sur l'appui des partenaires pour ne pas s'arrêter en chemin. La Côte d'Ivoire fait beaucoup déjà. L'année dernière, c'était déjà 800 millions qui avaient été octroyés au programme national de nutrition. Cette année, je pense un peu moins, mais vous savez que les chantiers sont nombreux. Il est important que nous soyons encore accompagnés jusqu'à l'horizon 2015-2020. La carence en vitamine A diminue la résistance aux infections, entraîne le retard de croissance et provoque les affections oculaires pouvant causer la cécité.
On retourne à Bouaké dans le souci de redynamiser le secteur des transports dans la région. Les transporteurs ont échangé avec leur ministre de tutelle, Charles Tatou. Le parc automobile du transport routier de Côte d'Ivoire dispose de plus de 50 000 véhicules, toutes catégories confondues. Mais ces véhicules ne sont pas tous du même âge. Le problème de son renouvellement reste un grand souci pour les acteurs du transport. Ceux de la région de Gbeke n'ont pas manqué d'exposer leurs difficultés au ministre des Transports, venu dans leur localité à l'occasion des obsèques de l'imam central de la grande mosquée de Bouaké. Tout le monde sait que Bouaké a souffert. Tous nos véhicules sont gâtés, volés. Actuellement, les transporteurs de Bouaké sont orphelins. On n'a pas de véhicules. Si le président a promis à faire un renouvellement des parcs, nous, à Bouaké, nous demandons à ce que nous, on soit bien servis. Le ministre des Transports, Gaussou Touré, a quant à lui informé les acteurs du transport de Gbeke de ce que leur secteur évolue avec l'unité retrouvée des 350 syndicats regroupés désormais dans une fédération des transports dénommée le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire. C'est une structure économique que nous venons de former et qui va nous permettre de lever facilement des fonds pour le renouvellement du parc automobile et qui va permettre également de changer complètement le visage du secteur du transport. Parce que le secteur du transport était caractérisé par le désordre, la violence et tous les vilains mots. Les transporteurs de Bouaké ont fait don d'un bélier au ministre des Transports. C'est un autre coup de filet du Centre de coordination des décisions opérationnelles, le CCDO. Après les arrestations de la semaine dernière, 4 autres coupeurs de route sont tombés dans le piège tendu par les militaires ivoiriens. Mamadou Kouassi pour plus de détails. La traque aux coupeurs de route menée par le Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, se poursuit. 4 jours après l'arrestation de 8 présumés coupeurs de route, ce sont 4 nouveaux individus qui viennent de tomber dans les filets des hommes du commandant Isiaka Ouattara. Le commandant des opérations du CCDO rassure la population et annonce la fin de la récréation des coupeurs de route et autres bandits de grands chemins. L'opération se passe toujours sur les renseignements. Et comme nous avons déployé un réseau sur le nord, aujourd'hui, hier on a tapé Bouaké, aujourd'hui sur Boisflé et Yamsoukro. Et c'est pour vous dire que l'État a mis les moyens pour que vraiment on puisse travailler. Et c'est dommage qu'il y a toujours des vies humaines qui partent. Il faut que la population nous donne beaucoup d'informations. Sans information, nous ne pouvons rien faire. Et nous appelons la population aujourd'hui vraiment à œuvrer à nous donner des informations. Et je demande à cette population de rester tranquille et de nous informer. Le CCDO est là pour eux. Nous, on est prêts à aller au contact tous les jours avec ces voleurs. Il faut rappeler que ces dernières semaines, les attaques sur les routes du centre et du nord de la Côte d'Ivoire sont devenues récurrentes, causant parfois mort d'hommes. Avec ces actions, le CCDO veut permettre aux usagers de la route de circuler en toute tranquillité. Le meilleur agent du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire pour la période allant de mai 2012 à avril 2013 est connu depuis vendredi. Il s'agit de Mme Koulibaly Maïmouna Nlodja. Elle dévance les 83 autres candidats au prestigieux titre et la lauréate encourage et exhorte ses collègues au travail bien fait, principale qualité qui lui a valu son prix. Ali Diarasouba. Koulibaly Maïmouna Nlodja est le meilleur agent du Trésor public ivoirien pour cette année 2013. Elle a été désignée ce vendredi à la faveur de la cérémonie de distinction des meilleurs agents de l'institution qui a à charge de gérer les deniers publics de la Côte d'Ivoire. La lauréate, choisie parmi 84 nominés, peut bien être heureuse, surtout après tant de dons de soi pour arriver à ce résultat. Je remercie le Tout-Puissant d'avoir permis que je sois le meilleur agent du Trésor public. Je suis devenu fonctionnaire, donc il faut que j'assure mes fonctions. Et donc il faut que je me réveille tôt le matin, que je me rende à mon lieu de travail et que j'exécute mes tâches. Et puis, bon, voilà, le résultat est là. Ce concours a été instauré pour conforter la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique dans sa quête de clarté et de transparence, surtout dans la recherche de l'excellence. Le Trésor est une administration qui a l'exclusivité de la gestion des ressources de la communauté. Et quand vous avez une responsabilité comme celle-là, vous êtes obligé
d'être détenteur d'un certain nombre de valeurs, en plus de l'aspect professionnel et technique. C'est pour cela que les agents du Trésor ont décidé de se doter d'un code d'éthique et de déontologie. Plusieurs valeurs sont requises pour être désigné meilleur agent du Trésor. Ces critères allant de la probité à la disponibilité en passant par l'intégrité ont été les maîtres mots qui ont orienté le choix des membres du jury. Un jury composé de 15 personnes. Au terme de la cérémonie de distinction, le directeur de cabinet représentant le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Abouk Bané, a salué cette saine compétition qui vise à célébrer le savoir-faire et le savoir-être au sein du Trésor public ivoirien. Et puis sachez que depuis ce matin, il se tient au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères au Plateau, un séminaire sur les procédures des appels d'offres de l'ONU. Ce séminaire destiné aux opérateurs économiques ivoiriens s'inscrit dans le cadre de la promotion de la diplomatie économique. Un tout autre sujet, et là nous parlons environnement. Plus de 20 000 hectares de forêt vont être reboisés. Il s'agit d'une opération de reconstitution du couvert forestier entreprise par le ministère des Eaux et Forêts. Le reportage de Léon Brou. Signature de 2 conventions entre l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre des Eaux et Forêts, et une société spécialisée dans la création de plantations forestières intensives. Par ces actes, l'État concède la gestion de 46 179 hectares de ces forêts classées à ce partenaire qui va reboiser à terme les forêts classées de Séguié, Prumbo, Sérébi, Sassembo, Mafé, Gorké et Gobodienou pour un total de 20 696 hectares. Les superficies restantes feront l'objet d'aménagement et de surveillance, toujours dans les mêmes forêts et par le même opérateur. Ça va permettre également de répondre à des besoins nouveaux qui sont également de moins en moins ou de plus en plus difficilement satisfaits, qui impactent considérablement les ressources naturelles, je pense en particulier au bois énergie. Et il faut qu'une énergie nouvelle, renouvelable, à partir de la matière bois, puisse être mise sur le marché à travers des programmes de plantation. Réaffirmant la volonté du gouvernement à redonner à la Côte d'Ivoire son statut de pays forestier, le ministre des Eaux et Forêts s'est réjoui de l'avènement de ces 2 conventions. Il a plaidé pour la promotion du partenariat public-privé, moyen selon lui de reconstituer le couvert forestier. Planter un arbre qui va croître pendant une décennie ou plusieurs décennies, c'est une très grande marque de confiance et une confiance dans la stabilité du pays dans lequel on investit. Sur les objectifs de ces partenariats pour le reboisement, le directeur général de la SODEFOR a expliqué qu'il s'agit de préserver aux forêts leurs fonctions écologiques tout en répondant aux besoins des opérateurs de la filière bois. Le Hajj 2013 se prépare activement, mais déjà il y a des grincements dedans. À l'origine, les nouvelles dispositions prises par le Royaume d'Arabie Saoudite et qui imposent certains réajustements ici en Côte d'Ivoire. Fatou Fofana nous en dit plus. 5600, c'est le nombre de places dont dispose la Côte d'Ivoire pour le Hajj, pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite, édition 2013. Cela fait suite à une baisse de 20% des quotas de tous les pays organisateurs en raison de travaux d'aménagement des espaces d'accueil, d'hébergement et de culte en Arabie Saoudite. Cet important événement religieux est co-organisé par l'État et par des organisateurs privés. Le groupement des opérateurs privés du Hajj appelle cependant à un respect des quotas fixés, car selon eux, des inscriptions parallèles se font par l'État organisateur, le commissariat du Hajj. En Côte d'Ivoire, on ne sait pas encore le nombre de pèlerins inscrits par l'État organisateur et régulateur en 2013. Pourquoi presser les organisateurs privés qui, dit-on, restent dans les délais? Leurs inscriptions à leur niveau vont jusqu'à fin août 2013. L'État organisateur et régulateur inscrit les pèlerins depuis le 25 mars 2013, qu'il laisse le quota des privés tel qu'il est après la mesure de diminution. Pour la Direction générale des cultes, par contre, la date limite était fixée au 30 juin dernier. Le directeur de la vie cultuelle précise qu'à ce jour, les organisateurs privés n'auraient pas le nombre d'inscriptions nécessaires et risquent de mettre à mal toute l'organisation. On a envoyé des cahiers de charges
on envoie des documents que tout le monde devait remplir pour que plus ou moins on puisse au fur et à mesure savoir le jour au jour combien de pèlerins les uns et les autres avaient pu faire enregistrer. Si les quotas qui ont été attribués aux différentes structures privées, si ces quotas ne sont pas atteints et que l'année prochaine, nous, au niveau de l'État, au lieu de 7 000 qu'on demande à revoir encore à la hausse notre effectif, je pense que les gens de l'autre côté vont trouver que la Côte d'Ivoire n'est pas un État sérieux. L'organisation du Hajj 2012 en Côte d'Ivoire a connu 80% de réussite. L'État souhaite atteindre cette année les 100%. Les différents acteurs sont donc invités à trouver un terrain d'entente. Hors de chez nous, une délégation de 2 groupes rebelles était hier au palais présidentiel au Mali. Il s'agit du MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad, et du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Ces 2 groupes ont échangé avec le président Dioncounda Traoré de la situation dans le nord après la libération des agents électoraux enlevés samedi à Kidal. Ils ont aussi parlé de la réunion du comité technique de suivi de l'accord de Ouagadougou qui se tient aujourd'hui à Bamako. Et je vous propose d'écouter à présent le porte-parole de la délégation des 2 groupes rebelles. Ibrahim Ag Assalek nie toute implication dans l'enlèvement des agents électoraux par le MNLA et appelle à la conjonction des efforts pour sortir le Mali de la crise. Il faudra que chacun mette un peu de son sien pour pouvoir nous laisser l'accord signer les engagements pris de part et d'autre à Ouagadougou devant la communauté internationale avancée. Et je pense qu'ils m'écouteront d'un très bon œil, bien que, vous savez, c'est pas facile de tous les côtés. La guerre est facile, mais la construction est difficile. Je lance un appel solennel à tous les fils de ce pays, du nord au sud, d'est en ouest, d'œuvrer pour une construction et d'œuvrer pour que nous puissions atteindre 60 jours après la mise en place du nouveau président et du gouvernement un accord définitif pour que nous oublions ces rébellions récurrentes qui n'ont que trop duré. Nous ignorons les individus qui ont fait l'enlèvement, mais ce qui est clair, c'est que je peux vous confirmer, c'est que ce sont nos éléments, nos forces armées du MNLA qui ont fait la poursuite pour pouvoir récupérer les gens qui ont été enlevés à Tessal. Et ces propos ont été recueillis par Sylvie Touré, notre envoyée spéciale à Bamako. Ailleurs dans le monde, la Grande-Bretagne s'apprête à accueillir le premier-né du prince William. Son épouse Kate a en effet été admise à la maternité ce matin. La Belgique, par contre, a un nouveau roi depuis hier. Le roi Philippe est monté sur le trône à l'occasion de la fête nationale du pays. Le roi abdique, vive le roi. En ce jour de fête nationale, Philippe de Belgique succède à son père Albert II. Il aura la difficile tâche de préserver l'unité d'un pays qui enchaîne crise politique sur crise politique depuis plusieurs années, et tout cela sans bénéficier de l'affection que portaient de nombreux Belges à son père. Dans sa dernière adresse à la nation, après 20 ans de règne, Albert II a appelé les responsables du pays à travailler sans relâche à la cohésion de la Belgique. Tension en banlieue parisienne. Jeudi à Trappes, la police a arrêté un homme qui s'était violemment opposé à un contrôle de sa femme intégralement voilée. Le lendemain, 250 personnes se sont rassemblées devant le commissariat. Jets de pierre et incendies de poubelles ont marqué cette première nuit de violence. Vendredi soir, la situation était toujours tendue. 4 personnes ont été placées en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a promis le maintien d'un dispositif de sécurité conséquent. Les manifestations se poursuivent un peu partout aux États-Unis pour réclamer la justice dans l'affaire Trayvon Martin. Des milliers de personnes, dont la chanteuse Beyoncé, sont descendues dans les rues samedi. À Miami, Tracy Martin, le père de l'adolescent tué il y a 1 an et demi, a pris la parole. « La mort de mon fils doit apporter des changements dans notre société », a-t-il déclaré, ajoutant que les lois qui permettent de tuer quelqu'un simplement parce qu'il a l'air suspect doivent disparaître. La bataille pour Alep se poursuit. Ces vidéos amateurs montrent la progression des rebelles vers des positions de l'armée syrienne. 2 aéroports de la région restent au centre des combats. L'enjeu pour les rebelles est d'empêcher les avions de l'armée de bombarder les zones qu'ils contrôlent. 1 an après la prise d'Alep, la 2e ville du pays est coupée en 2. Rebelles et loyalistes se font face au milieu des décombres.
Le pape François est attendu au Brésil. Moins de 5 mois après son élection, le souverain pontife effectue son premier voyage hors d'Italie. Il sera à Rio de Janeiro pour les Journées mondiales de la jeunesse. Plus d'1,5 million de jeunes catholiques du monde entier prennent part à la manifestation qui va durer toute cette semaine. Retour chez nous pour terminer en beauté, à Oulaba, Côte d'Ivoire 2013. Les plus belles femmes des communes de Yopougon et Koumassi sont connues. À Yopougon, le choix du jury s'est porté sur Florence Afoué-Kouadio. À Koumassi, la présélection du concours de beauté à Oulaba s'est soldée par l'élection d'Aka Nima Béatrice. Marie-Laure Ngouran nous fait revivre leur élection. À Oulaba, Côte d'Ivoire 2013, Florence Afoué-Kouadio convainc le jury à Yopougon. À ses côtés, ses deux Saraman, Nina Sabine Kouko et Hélène Amoué-Conan, respectivement première et deuxième Saraman. Défilé en boubou, en tenue traditionnelle et moderne. Le trio gagnant se distingue parmi les 8 candidates. À Koumassi, c'est Aka Nima Béatrice qui prend la couronne, devant Nieba Marie-France et à Boitier Denis Nadège, première et deuxième Saraman. Les organisateurs soulignent à Oulaba vise à valoriser les femmes selon les canons de beauté propres aux Africaines. L'édition 2013 veut célébrer les belles femmes ivoiriennes, des femmes appelées à s'investir dans la paix. D'où le choix du thème cette année, femmes, facteurs de cohésion sociale. Avant de nous séparer, je reviens sur cette information. Résultat des élections partielles qui se sont déroulées hier à Anyama, Bétier, Doropo et dans le Tchologo. La commission électorale indépendante sera en direct sur les antennes de RTI 1 tout à l'heure à 15h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI 1.